Voilà. Et puis, je vous ai parlé après des dérogations du consentement. Vous avez là un échantillon de pays tiers à l'Europe qui ont des approches en matière de données personnelles très, très différentes. Donc là, les États-Unis, on vient d'en parler. Il y a le Cloud Act, il y a d'autres réglementations aux États-Unis qui convergent en fait vers ce système un peu souverain des États-Unis, qui a une vision assez économique de la donnée, comme un bien du commerce. Il y a ce contre-exemple californien, le CCPA, qui est entré en vigueur cette année et qui tente à se rapprocher du RGPD, même si ça n'est pas du tout un copier-coller, et qui pose la question du coup de sera possible un jour d'envisager un accord de dérogation avec un État américain en particulier, si ce n'est pas possible de le faire avec les États-Unis dans leur ensemble. Donc et voilà, et on sent qu'il y a des discussions en cours à ce niveau et des positionnements qui sont pris au sein des GAFA notamment par rapport à cette option, à cette alternative. Vous avez l'Inde qui se renforce et a beaucoup progressé en matière de protection des données personnelles et voilà, tend vers du RGPD, même s'ils ne sont pas sur le point de signer un accord. Voilà. La Chine, qui est vraiment avec une vision de contrôle étatique de la donnée, mais qui, dans ce cadre-là, évolue dans sa réglementation, vous le voyez, avec une loi là, qui est en gestation, qui date de cette année, et qui se focalise sur les données importantes du point de vue de l'État et un système de réciprocité. Donc là, on voit bien que ce n'est pas centré sur l'individu, mais c'est centré sur l'État. L'approche est très différente. La loi brésilienne qui, elle, tend vraiment vers le RGPD, alors avec une loi qui vient d'entrer en vigueur là, au mois de septembre, après différents remous, un système de sanctions qui, lui, ne sera applicable que l'année prochaine, au mois d'août, et qui voilà, s'inspire fortement du RGPD avec une autorité nationale dans l'idée de la CNIL. Le Canada est également intéressant parce que lui, il fait partie des pays dits adéquats, mais avec un accord qui date d'il y a un certain temps et qui a un système provincial fédéral qui fait qu'en fait, cet accord d'adéquation, il n'est pas universel pour toutes les données qu'on pourrait transférer au Canada. En réalité, il y a des divergences juridiques entre loi fédérale et loi provinciale. Et puis, cet accord d'adéquation ne porte que sur certaines données, par exemple les données commerciales, mais ça ne fonctionne pas pour des données de santé. Donc, il faut vraiment regarder à la loupe. Et d'ailleurs, le Canada a ressenti le besoin, pour différentes raisons, mais je dirais notamment pour la compatibilité avec le RGPD, de faire évoluer sa réglementation. Et là, il y a une loi qui est notamment au Québec, qui est en gestation, elle aussi, sur la protection on parle de renseignements personnels au Canada, qui s'inspire du RGPD. Parce que finalement, ces accords d'adéquation, maintenant on le sait, c'est tous les 4 ans qui seront révisés. Et un accord d'adéquation n'est pas éternel, loin de là, et du coup sera révisé régulièrement à la lumière des pratiques actuelles en fait, du marché. Et puis on a ce dernier exemple du Japon qui est entré dans le cercle des pays adéquats récemment, en 2019. Ce qui est intéressant, alors il a sa loi sur la privacy qui a été jugée compatible avec le RGPD. Ça fonctionne sous forme de briques, c'est-à-dire c'est pas toute la loi qui permet et qui est compatible avec le RGPD. Il faut ajouter un certain nombre de critères et de modules. C'est assez modulaire en fait comme mécanisme de compatibilité. Et puis ce qu'il faut noter, c'est que c'est dans le cadre d'un accord qui est global et économique au-delà de la donnée. Je pense que j'ai pris pas mal de temps. Bon, voilà, what's next? Certification, je laisserai Manuel en parler. Regardez ces 2 articles là, qui sont dans le RGPD. La cybersécurité, énorme renforcement nécessaire et c'est en cours. Et puis des concepts comme l'identité numérique sur tout le web, une seule donnée numérique, de jumeaux numériques. Et puis si on passe à la slide suivante, parce que j'ai pris pas mal de temps, voilà, des concepts de ce type: garantie humaine, véhicules autonomes, robots présence sociale et smart city. L'Europe développe des outils sur ces sujets-là, avec la France en garantie humaine qui va bientôt mettre en œuvre ce concept dans sa loi bioéthique qui va sortir d'ici la fin de l'année au Parlement, donc qui est assez précurseur. On pourrait en parler longtemps.
Et là, Cécile, effectivement, l'UE se met en marche. Alors, j'ai juste un écho, si vous pouvez couper le micro. Ah, désolé. Alors, effectivement, l'UE se met en marche sur un certain nombre de sujets. Et juste pour donner un éclairage un tout petit peu plus économique à ce webinaire, on va prendre un petit instant pour parler de ce qui se passe chaque minute dans le monde. Comme vous pouvez le voir, chaque minute dans le monde, on a plus de 41 milliards de messages WhatsApp qui sont échangés, plus de 500 heures de vidéos YouTube qui sont uploadées, plus d'1 milliard de dollars dépensés en ligne. Donc, protéger la donnée personnelle et protéger ces flux de données n'est plus juste une contrainte, c'est une nécessité, mais c'est une nécessité qui recèle une certaine opportunité. Si on passe à la slide suivante, c'est une opportunité malgré une certaine interdépendance, celle d'avant, une certaine interdépendance des zones géographiques. On voit ici que vos données voyagent beaucoup. Nous avons évoqué le voyage vers les États-Unis, qui est aujourd'hui complexifié pour les données personnelles. On a évoqué le cas du Canada, et on voit plusieurs questions sur les implications de ces transferts nécessaires, de ces transferts, on pourrait dire, invisibles, et les implications de l'actualité juridique sur ces transferts invisibles. Alors, si on peut passer à la slide suivante, quand on pense à tous ces transferts et quand on pense à l'économie de ces transferts, on peut s'intéresser à l'identité de ceux qui supportent ces transferts de données, de ceux qui permettent de les échanger. Aujourd'hui, dans les pourvoyeurs, dans les fournisseurs de services cloud pour les applications, on trouve en tête Amazon, suivi de près par Microsoft, puis par Google. Donc, si on ajoute ces trois entreprises américaines et leur part de marché pour les applications en mode SaaS, on se retrouve avec une présence sur le marché de près de 74%, ce qui est colossal et ce qui rappelle ce que Rodrigue disait tout à l'heure, à savoir que les entreprises américaines sont aujourd'hui extrêmement représentées. Alors, cette surreprésentation fait craindre plusieurs menaces. Si on peut juste cliquer pour la suite. La première menace, c'est celle du Cloud Act. Le Cloud Act, c'est une entreprise volontaire des États-Unis qui vise à pouvoir capter n'importe quelle donnée qui aurait un lien avec les systèmes d'information américains, pour simplifier, à des fins de préservation de la sécurité nationale américaine. Ce Cloud Act fait extrêmement peur aux entreprises européennes, non seulement parce qu'il permet de capter des données personnelles, des données de santé, mais également des données économiques, et donc d'avoir une appropriation éventuelle du capital informationnel des entreprises européennes de la part des États-Unis. Les États-Unis, à la différence de la Chine, ont institutionnalisé cette captation de données à travers une loi. Ils ont légiféré sur la captation de données. Pour ce qui est de la Chine, quand on parle de captation de données, qu'elles soient personnelles ou économiques, ça se fait de manière beaucoup plus insidieuse. On peut penser notamment au cas de TikTok, qui a été retiré des magasins d'applications en Inde, qui fait l'objet de critiques assez virulentes de la part des États-Unis. On peut penser à Huawei pour le développement de la 5G, avec les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont soulevé des questions en matière de sécurité des données. Donc, protéger les données, que ce soit des données personnelles ou des données économiques, aujourd'hui pour l'Europe, c'est devenu une nécessité absolue. On peut se protéger d'une autre menace, si on peut cliquer pour avoir la suite.
Une seconde menace donc, qui est celle de l'espionnage, dont je parlais juste avant, et une troisième qui vient ensuite, qui est celle du hacking. Le fait d'avoir beaucoup légiféré, beaucoup normé les pratiques informatiques au sein de l'Union européenne n'a pas seulement pour effet d'alourdir la charge, je dirais, de conformité des entreprises, elle a aussi pour effet, et pour effet souhaité en tout cas, de protéger les entreprises européennes contre des pratiques de cybercriminalité qui sont de plus en plus actives, de plus en plus visibles. Vous avez vu avec le confinement le bond qui a été réalisé par les hackers sur les différents systèmes et il est aujourd'hui relativement admis que les systèmes européens ont mieux su faire face à cette augmentation du hacking que certains autres systèmes étrangers. Alors, la protection de la donnée est un enjeu de souveraineté, comme l'a dit Rodrigue, pour l'Union européenne. Et comme l'a dit Ursula von der Leyen, pour être un acteur géopolitique, il faut pouvoir être garant de sa souveraineté technologique. Être garant de sa souveraineté technologique, ça répond à deux objectifs. Protéger les citoyens et leurs données et créer un espace numérique sûr pour les entreprises européennes. Ces deux objectifs sont interdépendants et interconnectés. Si on ne protège pas les données des citoyens européens, alors on ne protège pas les données qui leur permettent de se déplacer, d'acheter, de vivre au sein d'un marché unique européen. Donc on met en danger ce marché unique européen indirectement. Et de même, si on ne crée pas un espace numérique sûr pour les entreprises européennes et leur capital informationnel, alors on se met à la merci d'acteurs étrangers qui pourraient être tout à fait offensifs. Alors, qu'est-ce que ça signifie que de protéger les citoyens européens et leurs données? Sur la petite illustration que vous avez à gauche, vous retrouvez une représentation de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un double numérique. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, a un double numérique, un jumeau, un doppelganger, qui est créé par la foule de données qu'il ou elle a données volontairement, qu'il ou elle a transférées, ou qui ont été captées sur lui. Parce que sur Internet, rien ne s'oublie. Et donc, chaque citoyen européen aujourd'hui, chaque individu qui a accès à Internet a créé ce double numérique. Le RGPD a pour objectif de le protéger, bien entendu, mais, je le disais tout à l'heure, recèle une opportunité qui est de mieux gérer ces données, de mieux utiliser ces doubles numériques au sein de l'Union européenne. Mieux utiliser, mieux connaître et mieux traiter, ça va être le triptyque d'une bonne utilisation de la donnée dans l'Union européenne et d'une utilisation créatrice de valeur. Mieux connaître la donnée. Aujourd'hui, nos doubles numériques sont des inconnus. C'est-à-dire qu'on découvre et on redécouvre des informations que nous avions transférées à un opérateur et que nous avions oubliées. On pense par exemple à tous les posts Twitter qu'on a pu envoyer et oublier, ou à toutes les photos compromettantes qu'on a pu mettre sur un cloud et oublier également. Donc mieux connaître, c'est la capacité pour les individus à mieux connaître leur double numérique, mais aussi pour les entreprises à mieux connaître les données personnelles dont elles disposent sur leurs clients, sur leurs prospects, sur les différents individus, pour mieux les utiliser, c'est-à-dire proposer des services innovants. On peut penser au cas de la portabilité dont je parlerai dans un instant, pour proposer également des services personnalisés pour un individu. Et cette personnalisation sera source d'innovation, sera source de confiance entre les citoyens et les entreprises européennes, et donc source de création de valeur. Et enfin, mieux traiter les données, juste avant, mieux traiter, c'est à la fois mieux les stocker, mieux les protéger, et mieux les supprimer quand elles ne sont plus utiles. Ainsi, nous éviterons des fuites de données comme on a pu en avoir avec British Airways, ce qui lui a valu une sanction très élevée.
Alors, petit cas pratique de la création de valeur par le RGPD, c'est celui de la portabilité. La portabilité est un droit aujourd'hui qui est peu utilisé par les individus et qui leur permet de transférer les données détenues par un opérateur économique à un autre sous un format exploitable. Certaines entreprises, comme la startup OneCube, ont fait de cette portabilité leur modèle économique, à savoir que via leur plateforme, les citoyens européens peuvent transférer leurs données et donc faire circuler leur double numérique d'un opérateur à un autre sans pour autant avoir à se recréer à chaque fois une identité dans les bases de données d'un opérateur. Si on pense au secteur du transport, on peut tout à fait imaginer que via une utilisation ingénieuse de cette portabilité de la donnée, on puisse avoir un parcours voyageur qui soit fluidifié. Vous prenez votre avion, vous avez transmis vos données à Uber qui peut vous envoyer un chauffeur privé à l'arrivée de votre avion. Puis, une fois sur Paris, que vous avez transféré vos données à la plateforme Vélib qui vous donne accès à un vélo, et ainsi de suite. Donc, avec cette portabilité, on peut créer à la fois une offre de service et une valeur sociétale forte. Donc ça, c'est la partie protéger les données des individus et la création de valeur via cette protection. On a également, au sein du projet européen, le projet de création d'un espace sûr pour les entreprises basé sur le socle Gaia-X. Alors, Gaia-X, c'est un projet qui est officiellement né en juin 2020 avec 22 entreprises partenaires, 11 allemandes et 11 françaises, dont Atos fait partie, et qui vise à fixer un cadre pour un espace numérique européen souverain, socle d'un univers numérique sûr pour les entreprises européennes qui favorisera les transferts de données, qui favorisera la possibilité de co-créer des services via ces transferts de données et qui favorisera l'émergence d'un socle commun de sécurité pour l'ensemble des entreprises européennes. On voit que ce système Gaia-X est basé sur à la fois sur la rencontre entre des données qui sont détenues par les entreprises, leur capital informationnel, et des infrastructures sécurisées au sein de l'Union européenne pour qu'au sein du marché européen, quand vous êtes implanté dans ce marché, vous puissiez faciliter la circulation de vos données, faciliter la protection de vos savoirs et de vos savoir-faire et faciliter la co-innovation, la coopération avec d'autres entreprises européennes et la co-création de valeur sans risquer le pillage et le piratage de vos savoirs et de vos savoir-faire. Merci Éloi. En synthèse des interventions précédentes, je tiens donc à affirmer qu'il est important que la cybersécurité et la conformité RGPD soient abordées comme des enjeux intrinsèquement liés. C'est l'une des meilleures façons de réduire les investissements liés aux projets de toutes sortes, des projets anticipés, on risque pénaux, du fiscal, du financier, comme l'a pu l'expliquer Cécile. Les technologies, les réglementations, les certifications vont donc devenir des piliers pour fédérer des acteurs de même valeur dans une guerre juridico-économique, car elles servent en fait à combattre les zones de non-droit, et encore une fois, Cécile, avec sa cartographie, l'a pu le démontrer, et bien évidemment, avec des projets comme Gaia, défendre les intérêts des États, des organisations et de leur population surtout. Les certifications et les normes permettent donc de reproduire des modèles, des process qui sont tous sur un même pied d'égalité afin d'obtenir une approbation par des professionnels, des certificateurs sur les organisations et par rapport à différents secteurs d'activité. La santé et la mobilité qui ont été cités sont des très très bons exemples.
Deux atouts fondamentaux, c'est donc des référentiels qui sont incontestables et aussi une preuve de sa propre excellence vis-à-vis de tiers sur les capacités, sur son organisation, le suivi et bien évidemment la maîtrise d'un sujet. Aujourd'hui, et tout le monde a pu le rappeler, le sujet de la certification RGPD devient un des enjeux majeurs dans la guerre économique de la data. Par contre, les conformités mobilisent de plus en plus de ressources, de temps et de budget, avec des effets comme le Brexit et la fin du Privacy Shield 2. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de Schrems. Et les entreprises doivent s'adapter quasiment en temps réel. Et les conflits autour de la data n'ont plus vraiment de frontières physiques, elles ne sont plus précises. Les alliances se font, elles se défont, elles se créent dans des salles de serveurs, les conflits se déplacent dans des data centers et on constate qu'il y a de plus en plus de données sensibles ou à risque, que la data se démultiplie de plus en plus rapidement et qu'il existe une complexité incroyable et croissante pour localiser la data, l'enrichir et puis aussi l'améliorer. Les ressources informatiques, on l'a vu aussi avec les lois, internes ou externes aux entreprises sont disparates et parfois très mal contrôlées. Les réglementations et les certifications donc, doivent amener en fait une stratégie commune pour les entreprises pour bâtir des vraies forteresses par rapport à des nouveaux conquérants ou dans la guerre économique qui se livrent les entreprises et voire les États. Prochainement, des plateformes pourront intégrer des certifications, comme je vous avais expliqué, pour pouvoir fournir des preuves à la fois pour se défendre vis-à-vis de la concurrence, mais aussi des preuves pour ne pas être, je dirais, pénalisé ou recevoir des amendes de certains régulateurs. Les plateformes ont un atout aussi phénoménal, c'est qu'elles permettent de communiquer instantanément, d'amener en fait de la transparence sur les processus, d'automatiser toute une série manuelle et répétitive de tâches avec pour seul et unique objectif des gains de productivité, parce qu'effectivement être en conformité, ça représente du temps, et donc d'optimiser les budgets, et aussi par exemple c'est de mettre en place en fait des systèmes d'assurance à moindre coût, et on voit aussi arriver sur le marché l'assurabilité sur les parties systèmes d'information, RGPD et autres, qui commencent à poindre du nez. Alors Cécile, encore une fois, sur la partie juridique, a pu le rappeler, mais effectivement, les autorités peuvent imposer de graves sanctions aux organisations, et Éloi aussi l'a cité avec l'exemple de British Airways. Vous avez aussi toute la difficulté qu'on rencontre à travers les réseaux sociaux sur la réputabilité, sur toutes les infractions qu'on peut contester et qui mettent en fait en péril vraiment l'équilibre ou la stabilité de l'entreprise ou de l'organisation, ou même d'un État. Et puis cette traçabilité qui existe avec la multitude en fait de modifications des documents, comme disait aussi Cécile, c'est la production importante de documents, et cette fragmentation, alors qu'on essaye d'avoir de l'harmonisation, en fait amène des tâches extrêmement complexes et puis très chronophages. Et pour faire simple, les plateformes aujourd'hui, telles que peut le proposer Spark Global, en fait, amènent à un stade où, avant, les entreprises ou les organisations étaient à l'ère de la machine à écrire, et puis où ils doivent passer à l'imprimante multifonction. Et si on peut prendre une image au niveau de la guerre, il faut passer de l'époque de la cape et l'épée à du tir haute cadence, pour pouvoir avoir un niveau de réactivité extrêmement important en cas de faille, en cas de nouvelle réglementation. Et la certification va certainement amener justement tout un process pour pouvoir prouver que l'entreprise ou l'organisation ou l'État sera en capacité de pouvoir réagir instantanément. Notre vision en fait chez Smart, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer d'un stade au stade de la gouvernance, tout simplement, de la compliance RGPD, mais pas uniquement, puisque sur des plateformes, vous avez aussi la nécessité de pouvoir amener d'autres référentiels, d'autres certifications, d'autres réglementations, et on propose par exemple l'intégration de plateformes, enfin de lois Sapin 2 ou même de référentiels ISO 27001 ou 27700 si on veut parler de la sécurité au sein même de la plateforme. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un pilotage, une gouvernance qui se fait et qui peut rendre service dans le cas d'audit de la CNIL, d'organismes régulateurs, et en France vous en avez une multitude. Et c'est vrai que
À chaque fois qu'un régulateur va faire un contrôle au sein d'une structure, eh bien, il faut avoir une capacité de réagir vite, puisque le temps est précieux. Sur la partie des plateformes, vous avez aussi toute une partie qui est automatisée, qui fait gagner énormément de temps, donc la partie e-learning, puisque Cécile l'a expliqué, des textes existent ou ont existé et d'autres vont encore arriver. Et il faut impérativement que chacune des personnes soit sensibilisée, voire même formée. Et cela, en fait, a un coût, représente aussi du temps. Et les plateformes vont permettre, notamment, de pouvoir économiser tout ce temps de mise en place. Mais après, vous avez aussi toute la partie, ce que moi j'appelle en fait la partie Legal Watch, où on arrive aujourd'hui à automatiser certains paliers ou certaines tâches concernant le RGPD, comme la conservation légale des rétentions de données. Le scouting, alors le scouting c'est fait à travers de la data discovery qui permet en fait d'aller repérer de la donnée personnelle de santé, par exemple cachée au fin fond de votre système d'information, et pouvoir mettre en œuvre des automatisations pour mettre des alertes ou mettre des purges. Donc on voit très bien aujourd'hui que cybersécurité, SI, juridique sont extrêmement liés et que l'outil fédérateur qui permet d'être optimum va passer en fait par l'utilisation de plateformes. Là, typiquement, vous avez sous les yeux donc les schémas et les initiatives que l'Europe, notamment, essaye de mettre en place. L'idée est toujours le même principe, c'est augmenter la performance, la confiance, et puis de créer cet univers de valeurs communes et fédératrices. Et des schémas donc se mettent en place au niveau de l'Europe, avec notamment l'Europe ici, avec des organismes de certification, hein, ce qu'on appelle des tiers. Et l'idée, c'est justement de pouvoir fournir à travers une plateforme une facilité d'être certifié sur la gestion de ce traitement de données, par exemple, pour prouver l'excellence et la conformité de votre entreprise vis-à-vis du RGPD, mais ça peut être aussi sur d'autres réglementations. Le marché, comme le disait Cécile, est en voie d'évolution et clairement les plateformes vont être la colonne vertébrale de ces stratégies d'entreprise vis-à-vis de la conformité. Mais tous les pays ne sont pas forcément, je dirais, aussi enclins à mettre justement ces principes de certification, voilà, ou en tout cas pas avec la même vigueur. Il ne faudrait surtout pas que la France, par exemple, soit à la traîne justement sur ces parties de certification, puisque d'autres pays, au sein même de l'Europe, hein, que ce soit l'Allemagne et d'autres structures, ou voilà, l'Espagne, mettent eux en œuvre, avant nous peut-être, une certification. Ce qui leur donnerait aussi un avantage concurrentiel pour pouvoir attirer des investisseurs et aspirer la confiance, tout simplement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, déjà, comme l'expliquait Cécile, il n'est pas simple de se mettre d'accord et chaque pays a ses spécificités, mais ce qui veut dire aussi que d'autres pays peuvent aussi prendre le lead et mettre en place certaines certifications, normalisation, standardisation, et qu'à partir du moment où vous arrivez le premier sur un marché, et bien tout de suite après, vous êtes en position de force. Donc il faudrait que l'Europe ou la France puisse agir vite dans ce domaine. Je passe, et ça sera mon dernier slide, et quelque part une certaine conclusion. Il ne faut pas se tromper d'ennemis, il ne faut pas se tromper de solutions. Il y a des aspects, comme tout le monde l'a rappelé, que ce soit Rodrigue, Éloi ou Cécile, qui sont de la souveraineté, et c'est un mot extrêmement important. Et lorsque vous aurez à choisir à la fois des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des partenaires, des plateformes, bien, cet aspect de souveraineté sera extrêmement important. Et puis si on veut focaliser sur la partie plateforme, et tout simplement, c'est les rappels que j'ai pu vous dire, c'est de l'automatisation pour pouvoir gérer au maximum et gagner du temps au maximum, c'est de pouvoir avoir ce suivi au niveau de la gouvernance, de pouvoir offrir des solutions de formation sur différents sujets. Et puis sur la partie maintenance et qualité, encore une fois, c'est extrêmement important. L'hébergement, le service rendu vont être les clés de voûte pour le choix et les critères de solution des plateformes. En synthèse, et ça sera mon dernier mot, les plateformes de gouvernance de la compliance RGPD associées à la certification vont être des cartes maîtresses pour la création d'un espace créateur de valeur
et que toute la partie administrative, chronophage qu'on pourrait redouter le sera certainement moins à travers ces nouveaux outils des plateformes collaboratives. Voilà. J'en ai fini. Alors, si vous avez des questions, je peux relaisser la parole à Rodrigue ou à Chloé. Merci à tous pour ces interventions. On a eu plusieurs questions. Alexandre, est-ce que vous voulez les poser à voix haute pour que les gens concernés puissent Oui, je vais les poser. y répondre? Il y a eu pas mal de questions sur tout ce qui est hiérarchie des normes, clauses contractuelles d'un pays à l'autre et sur le Privacy Shield. Donc, je vais par exemple en sélectionner une de Christine Langlois sur comment faire quand nous avons un service support de logiciels aux Philippines et au Canada qui nous permettent de proposer du 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à nos clients. D'accord. Je peux peut-être répondre à cette question si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, moi, je préconise vraiment une pratique et du contenu contractuel harmonisé. On a affaire à deux pays d'exportation-importation qui sont différemment traités par rapport à la réglementation RGPD. Puisque le Canada est pays frère, entre guillemets, les Philippines ne le sont pas. J'ai déjà vu ça un certain nombre de fois en pratique. On a des plateformes et des systèmes de services comme ça interconnectés avec un transfert depuis l'Europe. Et donc, ce qui est préconisé, c'est même pour le Canada, je dirais, c'est de signer des clauses de transfert qui seront les mêmes, en fait, et du coup plus faciles à gérer, les mêmes que celles utilisées vers le pays tiers hors périmètre de protection adéquate. La difficulté de ça, c'est qu'il faut tenir compte quand même du droit local, donc discuter avec des conseils locaux pour voir jusqu'où on peut aller. Évidemment, l'autre difficulté, c'est la mouvance, je dirais, et puis l'évolution permanente des réglementations, parce que le Canada, comme je le disais tout à l'heure rapidement, lui-même évolue dans sa réglementation pour se rapprocher du RGPD. Donc, harmonisation de la documentation pour que ça soit plus gérable en pratique. Je vais continuer sur le Canada, puisqu'il y a une question de Nicolas Magnin sur l'impact plutôt des lois provinciales. Alors lui, il avait plutôt une question pour le Québec. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les lois provinciales et les lois canadiennes après? Alors bon, je ne suis pas spécialiste de droit canadien. Je sais qu'il y en a parce qu'il y a certaines données qui vont pouvoir, compte tenu de la protection provinciale au Québec, qui vont pouvoir être transférées vers le Québec alors qu'on ne pourra pas les transférer vers d'autres provinces. Et là, on voit bien que la réglementation évolue notamment spécifiquement au Québec pour se rapprocher du RGPD. Donc sur le détail des différences, j'avoue ne pas le maîtriser, mais je sais qu'il y en a et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cet accord d'adéquation avec l'Europe, qui est encore en cours, hein, il est à prendre avec parcimonie parce qu'il n'est pas universel en termes de catégories de données et de catégories d'acteurs et de catégories aussi de traitement. Donc il faut regarder de façon précise par rapport à un projet donné, à chaque projet, quelles règles de compatibilité. On peut être amené finalement à profiter de l'accord d'adéquation pour certains projets ou une partie de projet, mais que cet accord d'adéquation ne soit pas suffisant pour une autre partie du projet ou un autre projet. Donc c'est à regarder de façon, enfin au cas par cas, quoi. Ok, merci. Et je vais en prendre une dernière sur l'impact de l'invalidation du Privacy Shield sur Office 365 en Europe. Question précise. Bon, d'une manière générale, le Schrems 2 a vraiment amené de l'insécurité juridique avec des divergences de points de vue, même en Europe, de la part des différents acteurs, des menaces
de part et d'autre entre acteurs, entre autorités vis-à-vis des acteurs. Donc, ce qu'il faut retenir, et je pense qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont dans le cyclone, si je peux dire. Ce qu'il faut retenir, c'est quand les données du fait de l'outil se retrouvent sur des serveurs, même en Europe, mais qui seraient détenus par des acteurs de communication, de cloud américains et qui pourraient être attrapés par le Cloud Act, par exemple, ou plus globalement la réglementation américaine, on a des difficultés du fait de Schrems 2, quoi. Et on se retrouve, alors c'est pas Office, c'est Facebook, mais on se retrouve avec l'autorité irlandaise qui dit à Facebook, maintenant vous arrêtez de transférer aux États-Unis vos données. Donc on peut se poser la question sur toute une ribambelle d'outils qui sont les outils des GAFA, avec certes des centres des serveurs en Europe, mais pas que. Alors, on a une dernière question qu'on va prendre sur le coup, je pense qu'il vient d'arriver à l'instant. Savez-vous quand la certification EuroPrivacy sera validée par les autorités européennes afin d'être conforme à l'article 42? Manuel, tu veux peut-être prendre la parole là-dessus Bon, ce que je peux vous dire, c'est que EuroPrivacy, officiellement, en fait, est un schéma de certification qui a été réalisé avec du financement H2020, d'ailleurs. Donc, c'est un projet de terrain collaboratif avec du financement européen et qui s'inscrit effectivement dans cette perspective d'homologation, qui entre dans le giron des articles 42-43. Aujourd'hui, comment dire, il n'y a pas de données officielles sur la façon dont c'est homologué ou ça va l'être. Donc voilà, officiellement, voilà où se situent les faits, mais évidemment, c'est la logique que ça soit homologué. À ma connaissance, ça ne l'est pas encore. Bien, parfait. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin aux différents échanges. Merci à tous. Du coup, excusez-moi, je vous ai plusieurs questions pour savoir comment recevoir la présentation. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email communication@dgfla.com et on reviendra vers vous. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser aussi sur cette question. On vous répondra avec grand plaisir. Bien, merci aux intervenants d'avoir partagé leurs connaissances et pour cet éclairage sur cette guerre invisible pour le contrôle des données personnelles et aussi ce nouvel or noir d'un monde digitalisé. Merci aussi à vous, participants, puis en espérant avoir répondu à certaines de vos interrogations. Au niveau des prochains événements, vous pouvez retrouver par exemple Manuel Ortiz le 29 septembre lors d'un Tech Days RGPD sur Cergy-Pontoise. Et côté systématique, nous avons le Horizon Cyber le 2 octobre, avec entre autres un focus sur les enjeux de certification et évaluation de la sécurité. Merci Alexandre. Donc merci à tous, merci à tout le monde d'avoir participé à cet événement. Merci. Et bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.